Ouais, ben, je trouve que Zonen, c'est vraiment un prototype que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les attaquants de puissance. Je pense que t'en as besoin dans au moins 3 ou 4 dans ton équipe, t'as pas le choix. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Salut tout le monde, salut PO, salut Noah, comment allez-vous messieurs? Mes Ça va hommages bien? à vous, je suis bien heureux d'être là. Yes. Aujourd'hui, gros show, mais rapide. On fait un 20 minutes sur les espoirs du Québec pour le repêchage 2025. Puis honnêtement, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y a quand même une belle cuvée cette année, les gars. Hein? Je pense que Oh oui. si on compare aux 2 dernières années, c'est un gros changement. Ben, enfin, le retour des gars de la GMQ dans la première ronde, fait que ça va faire du bien, effectivement. Oui, puis dans la première ronde, c'est pas juste 2 gars. Là. On a potentiellement 4, 5 gars qui pourraient être là. Mais la réalité, c'est que non, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas 4-5 gars qui vont être repêchés de la Q. Mais si on commence tout de suite, on va y aller avec les meilleurs, puis on va aller après ça pour les prochains là, par la suite. Donc, on a 8 attaquants, même 9 attaquants. On a même des gardiens de but. Les gardiens de but, je ne suis pas de temps. Là, moi, Gabriel Deck, je l'aime beaucoup, mais comme vous dites, c'est pas le premier gardien de but de la Q en ce moment au niveau des classements. Mais commençons avec Caleb Desnoyers, les gars. Qu'est-ce que vous avez de bon à dire qui n'a pas encore été dit sur lui? Ben, quoi dire? Il est tellement sous les projecteurs qu'on commence à avoir fait le tour. Mais honnêtement, si vous avez eu la chance d'écouter ma présence lundi sur le show à Frank, là, je parlais de lui. Puis, tu sais, Caleb Desnoyers, c'est un playmaker, mais qui a tout le temps. Il y a une vitesse, dans le fond, c'est dans le tapis. Fait il est capable de trouver les trous sur la glace, il est capable de tellement organiser un jeu. C'est pas pour rien que c'est le meilleur joueur des Wildcats de Moncton présentement. Puis, tu sais, je rêve que les Canadiens puissent le repêcher parce que lui, avec un Ivan Demidov sur la glace, là, les équipes adverses auraient mal à la tête là, de les affronter parce que les deux sont tellement clutch. Mais bref, je veux laisser Noah aussi un peu parler de Caleb Desnoyers. Ouais, Ben, vas-y, Noah. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, pour moi, je pense qu'on apprend à le découvrir tranquillement avec les nombreux matchs. C'est ça qui est l'avantage de la GMQ, le fait qu'on peut jouer beaucoup de games, parce qu'on peut les voir souvent. Puis, qu'est-ce que je remarque qui se démarque des autres, c'est sa constance. C'est vraiment l'élément qui se différencie de tous les joueurs probablement dans sa QV. Peut-être 2, 3 gars qui sont comme lui un peu, qui sont très constants dans sa game, mais tu sais, on le connaît ses talents, puis moi ce que je voulais vraiment voir depuis je pense depuis le mois de janvier à peu près que je regarde vraiment ça de son jeu, c'est le est-ce qu'il est capable de le faire tous les soirs et contre les meilleurs éléments adverses, puis en plus de ça, il rend les autres meilleurs, ce qui en fait est un joueur que moi je repêcherais probablement top 5 si j'avais le choix, un choix top 5 justement. Ça va être difficile, je pense, de dépasser peut-être le top 3, parce qu'on s'entend qu'en ce moment, on parle de Schaefer, on parle de Misa, on parle évidemment excusez-moi, de Higgins. Martin semble avoir peut-être pris une petite drop. Là. Il commence à descendre un peu au niveau des projections. Est-ce que vous pensez qu'un Caleb Desnoyers pourrait surpasser un Martin justement parce que c'est un centre, potentiellement pourrait atteindre le 100 points cette année, en tout cas flirter avec le 100 points? Fait que capable de compter des buts et faire des passes, et en plus, est quand même là, pas si pire au niveau défensif. Là. Fait que pour un gars que c'est tout un package total, il y a beaucoup d'équipes qui pourraient être intéressées à ça là, cette année. Caleb Desnoyers, ce qui va l'avantager, c'est que présentement, son équipe, la Coupe Memorial est dans la GMQ. Son équipe est un rouleau compresseur depuis la période des transactions. Devrait au minimum atteindre le carré d'as durant les séries éliminatoires. Donc, les Wildcats vont être beaucoup regardés de la part des recruteurs, ce qui fait en sorte que ça l'avantage beaucoup. Ça va donner beaucoup d'exposure, excusez-moi l'anglicisme, mais il va être scruté à la lettre, ce qu'il était déjà.
Donc, c'est clair que sa valeur va probablement monter si il connaît des bonnes séries. Ben, comme Eginla l'année passée, là, il a monté en fin de saison. C'est pas au début de la saison qu'on le voyait aussi haut qu'il a finalement été repêché. Là. Est-ce que des gars comme, regarde, je l'ai sous Dauber Prospect, ils l'ont 12e, Elite Prospect 12e aussi, Ferrari, donc de la THN, qui l'ont 17. T'sais. Je trouve ça haut pas mal pour Caleb Desnoyers, là, aussi haut que ça. Ben, tu veux dire bas? Tu veux dire bas du sens qu'il est loin dans la liste? Oui, il est loin. Oui. Ouais. Il est haut dans le sens, ouais, c'est ça. Il est haut dans le sens, les chiffres, là, mais il n'est pas repêché aussi proche des Top Guns que je pensais dans leur tête à eux. Fait que y a-tu quelque chose que eux voient que nous, on voit pas? T'sais, y a-tu une faiblesse en quelque part, là? La faiblesse que moi, je trace présentement, c'est son physique. Un bon 6 pieds 2, mais seulement 170 livres. Ce qui fait en sorte que quand tu vas venir à comparer aux autres, Porter Martin est plus mature physiquement présentement, ce qui fait qu'il y a plus de l'intérêt. Les deux ont réussi à jouer pour l'équipe canadienne lors du match des meilleurs espoirs Canada-États-Unis. Caleb Desnoyers a quand même bien fait, Martin aussi, mais Martin, à sa défense, aussi fait partie de l'équipe Canada Junior, ce qui fait en sorte que je crois qu'il y a une longueur d'avance sur la liste de plusieurs équipes. Maintenant, ce que je pense qu'il va se passer. Misa, il l'a pas fait l'équipe, puis là, on s'entend qu'il est en train de dépasser Martin. Là, fait que ça, on est d'accord. C'est pas 100% des facteurs non plus. Là. Mais si je peux juste rajouter quelque chose de rapide par rapport à, mettons, le comparatif qu'on peut faire avec les autres espoirs, c'est que quand on regarde au plafond offensif, c'est souvent ça que les équipes vont regarder et où tu le situes dans ton échiquier. Souvent, on regarde, mettons, Martin, on va le voir comme le prochain Matthew Tkachuk. On va comparer à des modèles, alors que Caleb Desnoyers, ce qui est malheureux pour lui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de comparable qui est tu vois comme un joueur All-Star. C'est ce qui fait que, tu sais, quand tu es premier à être dans cette catégorie-là, c'est souvent difficile de te faire repêcher très haut. On pense à Len Hutton, qui est un défenseur non traditionnel, il a été repêché 62e. Là, je dis pas que Desnoyers va se faire repêcher en deuxième ronde, mais ce que je veux dire, c'est que t'as des gars, quand ils ont pas vraiment de comparatif parce que c'est des joueurs qui sont moins traditionnels ou qu'on voit moins dans le repêchage, souvent, on va avoir de la misère à donner un comparatif et le visualiser dans notre alignement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des joueurs comme Misa, qui est un attaquant ultra unidimensionnel offensif. Ben, c'est facile de le voir. Tu sais, on peut le comparer, mettons, à un Evgeny Malkin ou un genre de prototype similaire dans un top 3, puis là, on va le voir, puis on va l'adorer pour ces raisons-là, alors que Desnoyers est un peu plus complet, je dirais, dans son jeu d'ensemble que Misa, mais va produire aussi un peu moins, parce que Michael Misa, il est déjà rendu à 100 points, un enfant de même. Donc, c'est ça le désavantage que Caleb Desnoyers a par rapport aux autres. C'est pas vraiment un truc au niveau hockey, c'est un niveau au comparatif, puis à la projection qu'on a beaucoup de difficultés à faire parce qu'on n'a pas de référence. Puis je vais ajouter une chose, c'est que cette année, on parle de Michael Misa, il est déjà rendu à 102 points, 46 buts, 56 passes en 48 parties jouées. Lui, il est en mode destruction. Il n'a pas fait équipe Canada, il veut prouver à tout le monde qu'ils ont eu tort. Et je vous le dis tout de suite, à mon avis, le top 4, le top 5, c'est pas mal coulé dans le béton des gars qu'on parle depuis tantôt. Mais à partir de 6, aller jusqu'à 25-26, ça va être le Far West. Pour l'instant, dans les listes de tout le monde, on a tous des préférences. Et je pense que même les équipes de la Ligue nationale ont tous leurs préférences. C'est pas ciblé. Il y a des gars qui vont carrément... des équipes qui vont carrément repêcher selon le meilleur joueur à la position qu'ils recherchent. C'est une année comme ça. Il y a 4 à 5 gars que tu sais que c'est des valeurs sûres dans le top 5. Et ensuite de ça, ben ça va avoir pour la suite. Et Caleb Desnoyers et d'autres joueurs qu'on va savoir parler tantôt, Cédric, c'est des gars qui se retrouvent dans ce bassin-là, mais plus la saison avance, plus Desnoyers se démarque des autres. Et à mon avis,
c'est un gars qui mérite d'être connu, qui est méconnu malheureusement du reste de la Ligue canadienne de hockey, mais dans la LHJMQ, il est sur le tableau de toutes les équipes lorsqu'ils affrontent les Wildcats de Moncton. Effectivement. Je vais vous donner maintenant 2 noms ensemble. Pourquoi? Parce que ces 2 gars que je crois vont sortir, ont des chances de sortir en première ronde et donc de compléter le trio de joueurs québécois qui pourraient être repêchés en première ronde. Le premier étant Justin Carbonneau, on en entend parler très souvent, surtout ici. On en parle souvent à chaque fois qu'on parle des recrues. Puis sinon, ben, un gars qu'on entend un peu moins souvent, Bill Zonen. Donc Bill Zonen, c'est un gars de Rouyn-Noranda en ce moment. Très bon, hein? Puis sur les listes, ne dépasse rarement que le 32e rang. Là. Il y a quelques listes qui vont aller le chercher, mettre en deuxième ronde, mais la plupart vont le mettre en première. Et attachez-vous là-dessus, les gars. Vous devrez avoir une production similaire à Caleb Desnoyers cette année. Bill Zonen, c'est l'attaquant en puissance, à mon avis. Il est chanceux cette année. Il a des très bons compagnons de trio avec Lars Stenner qu'on va voir dans les prochaines années. Mais de son côté, là, Bill Zonen, moi, c'est un gars... c'est un late. Il est donc né un peu plus tard, la date requise. Ouais, exact. Ce qui fait en sorte qu'il a une plus grande maturité déjà physique, mais aussi mentale. Et son style de jeu, là, écoute, c'est un power forward, mais tabarouette, il est efficace dans toutes les facettes du jeu. C'est sûr que une équipe qui va aller mettre la main sur lui, s'il glisse jusqu'en deuxième ronde, là, ils vont pouvoir se frotter les mains parce qu'à mon avis, ils vont en faire un bon coup avec Bill Zonen. Ouais. Puis du côté qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben, je trouve que Zonen, c'est vraiment un prototype que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les attaquants de puissance. Je pense que t'en as besoin dans au moins 3 ou 4 dans ton équipe. T'as pas le choix si tu veux faire une bonne run en série. Du côté de Justin Carbonneau, c'est sûr que là, avec le départ de son ancien compagnon Jonathan Fauchon, c'est sûr qu'il a baissé de rythme au niveau de sa production. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau maintenant vu qu'il est tout seul, un peu à transporter son équipe. Je vois bien un bon complément, un bon joueur de milieu d'alignement. Puis du côté de Zonen, probablement un gars aussi qui va risque de faire le milieu d'alignement. Donc, des joueurs qui généralement sortent entre 23 puis 35 à peu près. Des joueurs on voit quand même du potentiel, mais qui sont souvent des sure shots plus que qui ont un plancher plus élevé, mais qui vont avoir un plancher plus élevé, mais un plafond plus bas. Puis c'est des genres de joueurs comme ça qui risquent de sortir, un peu comme on avait vu avec Dawson Mercer il y a quelques années. Ouais. Puis juste vous rajouter, là, si on parle d'un gars qui va être repêché, mettons, entre 20 et 30, là, on parle de Justin Carbonneau, un peu la même chose aussi. Là, on parle de peut-être entre 15 et 25 là, pour Justin Carbonneau. Les gars, Calgary, là, on a un beau choix qui leur appartient à Pu. Il nous appartient à nous, Calgary, ce choix-là. Puis ce choix-là pourrait tomber à peu près dans cette braquette-là. Est-ce que vous prenez un Bill Zonen, vous prenez un Justin Carbonneau? Ça dépend du. Vous allez vers un autre gars? Ça dépend du premier choix du Canadien. Si on réussit à mettre la main sur un centre, comme par exemple, dépendamment comment on termine, si on met la main sur, je vais le dire, Caleb Desnoyers, ou même Carter Bear, que je sais qu'on apprécie aussi autour de la table, je pense que ça va régler le problème qu'on a au centre. Maintenant, sur le deuxième choix de première ronde, dépendamment qui est disponible sur les listes, moi, j'aurais été pour un défenseur. Maintenant, si un gars, si on arrive à un plan C, puis on a la chance de sélectionner entre Carbonneau et Zonen, moi, préférablement, j'aime mieux Zonen. Carbonneau, il va connaître une très belle carrière, à mon avis, mais je trouve que Zonen travaille mieux le long des rampes, travaille très bien. Tandis que Carbonneau, c'est un gars qui va bouger avec le puck, qui va être plus un playmaker. Mais là, j'ai besoin d'un peu plus de papier sablé. Puis je pense que Bill Zonen est capable de mieux compléter ce petit projet-là, que lui va être joueur de troisième ligne dans la Ligue nationale. On aime Armia là, qui contrôle la rondelle d'un coin de bande. Là. Lui, il est bon pour la garder, la rondelle, justement. Ouais. Mais ça dépend tout le temps aussi, puis il y a beaucoup de circonstances pour un choix de repêchage. Souvent, le rang de sélection va dicter beaucoup plus le type de choix qu'on va faire plutôt que même si on aime le joueur. Je donne un exemple.
à 15, même si même à 10, mettons, il y a quelques années, Axel Sandin Pelika était très populaire quand même, avait une bonne cote, mais personne ne voulait le prendre parce qu'il était trop unidimensionnel, un peu comme Zemparek, mais peut-être moins talentueux offensivement. Alors, les Red Wings sont attendus jusqu'au 17e rang, là où il y avait une possibilité de le repêcher puis que ça fasse pas trop mal. Là, je vais revenir pour les Québécois. Je vous dirais que au niveau de si j'ai le choix de si j'ai pas le choix de prendre un de ces deux joueurs-là, je prendrais Zonon pour les mêmes raisons que PO a dit. Cependant, je le prendrais pas nécessairement entre 15 et 20. Je pense qu'il y a des joueurs que moi, je préfère beaucoup plus entre 15 et 20 qui vont être encore disponibles probablement, mais qui ont des fortes chances d'être là. Puis je pense que à partir du choix 20-21, je pense que Bill Zonon serait un excellent choix pour le Canadien de Montréal. Ben, s'il glisse et qu'il est encore disponible, ça pourrait être excellent. Là. Fait que là, je vais vous donner 3 noms, les gars. 3 gars qui pourraient sortir en deuxième ronde, que moi, je trouve bien intéressant aussi. Là. On parle de Alex Wang, défenseur droitier. Émile Guité, qu'on connaît bien aussi, qui a glissé, lui, dans les rangs parce qu'il était au début de la saison première ronde. Maintenant, on parle plutôt d'un deuxième, peut-être même un troisième ronde. Et finalement, on en a un autre qui s'appelle Zachary Morin. Donc, pas que vous m'avez fait découvrir, mais que j'ai tendance à oublier un petit peu. Je sais pas pourquoi. C'est un gars qui me sort moins souvent. Donc, un ailier gauche, un autre gars qui est excellent. On parle en ce moment, là, n'importe quoi entre 50 et 70, 75 pour ces 3 gars-là. C'est lequel que vous préférez entre les 3 pour le Canadien? Moi, pour le Canadien, préférablement, je pense que je viserais avec Alex Wang. Moi, c'est un gars que j'ai appris à adorer et à détester. Vous allez comprendre pourquoi j'ai appris à le détester, c'est que je le vois trop souvent, vu puisqu'il joue avec les Saguenay de Chicoutimi, lorsqu'il vient à Bécamo, dans l'équipe adverse. Maintenant, pourquoi je l'adore, c'est que c'est un défenseur tellement avec un coup de patin magistral, il flotte sa glace. Il va très bien. C'est un gars qui est capable de transporter la glace, il est capable de bien faire toutes les choses, mais il n'est pas excellent. C'est un couteau suisse qui va être très, très bon, mais que, justement, dans sa carrière dans la Ligue nationale, ça va être un excellent two-way. Ça sera pas un gars, comme on a parlé tantôt, qui va être le meilleur dans tout, mais il va être bon dans tout. Donc, c'est ce qui fait en sorte que moi, un choix 2, 3e ronde, aucun problème de le mettre sur Alex Wang puis de prendre du temps. C'est un genre de défenseur, justement, là, qui mérite d'avoir plus d'attention. Il a fait partie du programme d'équipe Canada l'an dernier, fait très, très bien. Il a connu une bonne saison recrue. C'est un peu plus difficile cette année avec les Saguenayens pour lui et pour Guité, qu'on va savoir parler tantôt, mais moi, mon choix s'arrête sur Alex Wang. Est-ce que vous pensez que c'est un top 4 potentiellement en termes de plafond ou est-ce que ça va être difficile pour lui? Puis on a l'exemple de Barron, on a l'exemple de Harris à Montréal. C'est-tu ce genre de joueur-là qui va avoir de la misère à faire sa place dans un quatuor là, défensif? Noah, est-ce que tu voulais y aller en premier ou j'y vais? Tu peux y aller, mais ça, je vais compléter après. Parfait. Justin Barron, effectivement, c'était un défenseur avec un excellent coup de patin. Il y a encore un excellent coup de patin. Au niveau junior, c'était un gars qui était sur tous les facettes de jeu, a même fait partie de l'équipe Canada à maintes reprises. J'ai aimé ton comparatif. Les deux sont 2 défenseurs droitiers, effectivement. Sauf que j'aime la polyvalence de Wang va faire en sorte que je trouve qu'il y a peut-être une coche au-dessus de Barron qui, au niveau de la Ligue nationale, est peut-être plus... On voyait plus son côté offensif et non pas son côté défensif qui est un peu plus difficile. Tandis que Wang ne m'inquiétera pas, sa rapidité fait qu'il est capable de revenir rapidement en zone. Donc, là-dessus, tu me donnes une préférence. J'ai vu jouer les deux et j'aime nettement Wang. Ah, c'est bon à savoir ça. Excellent. Vas-y. Pour moi, c'est pas un top 4. Je pense que ça va être un défenseur plus appelé à être 5-6 dans la Ligue nationale. C'est très difficile pour en fait, c'est un défenseur top 4 dans la Ligue nationale, c'est rare puis c'est très difficile à trouver. Surtout en partir de la 2e ronde. Puis un défenseur, je pense qu'il pourrait y ressembler, mais qui est loin de son potentiel. C'est un peu un style de Brock Faber, mais vraiment moins bon. C'est un défenseur qui
on voit qu'il y a quand même une certaine constance. Il n'y a pas eu des chiffres impressionnants cette année, c'est pourquoi qu'il a glissé. Parce que oui, malgré que les recruteurs ne regardent pas juste ça, ils en prennent compte pareil des statistiques. Ça fait partie de leur évaluation. Je dirais que Alex Wong pourrait éventuellement devenir un genre de un peu dans son style à lui, un Alexandre Carrier. Un gars qui va être pas nécessairement un quatrième défenseur, mais capable de vraiment aller aider un top 4 de temps en temps, être capable de sortir bien la rondelle. Je pense que ça va être ça son atout principal, Alex Wong. C'est beaucoup plus d'être capable d'être un défenseur stylish, je devrais dire stable dans la façon qu'il est. Mais autrement, je pense pas que ça peut être plus que ça, parce que justement, les défenseurs top 4, c'est rare, puis c'est pour ça que ça s'échange presque pas en fait dans la Ligue nationale. Ouais, c'est ça. Les gars, on va juste passer à travers les noms. On va en reparler plus tard cette saison, là. Philippe Veilleux, Matteo Nobert et Andreas Straka. Donc, 3 gars à surveiller. Potentiellement plus 3 quatrième ronde. Pourrait avoir une surprise de voir Veilleux arriver dans la 2e ronde. On ne le sait pas. Mais tu sais, il y en a qui le rend... Tu sais, la centrale le met 172. Là, on en parlait hors d'onde, Noah puis moi, là, puis ça n'a pas de bon sens. Là. Le gars fait 5 pieds 9, je comprends, puis il est petit, mais il est productif. Là. On parle de pas loin de 90 points là, si les projections sont bonnes. Fait que peut-être qu'il pourrait grimper au classement, fait qu'on va en reparler. Mais là, je voulais vous demander votre meilleur gardien de but en 2 minutes. Ben, top chrono pour moi, c'est Lucas Beckman. Je le fais en 1 minute. C'est un jeune gardien de but avec... Il fait tout. Son positionnement, ça semble fluide. Il est une bonne charpente de gardien de but. C'est un gars qui reste calme. J'ai eu la chance de jaser avec. C'est un gars posé, intelligent. Puis c'est pas quelqu'un qui, il mène beaucoup de brouhaha. Fait que ça fait en sorte que pour moi, c'est lui cette année le meilleur gardien de but québécois. Il est pas énorme comme Gabriel Daigle, mais il est excellent dans sa technique, puis son mental est là. Fait que pour moi, c'est ce qui fait en sorte que c'est le meilleur pour le Québec présentement. Excellent. Toi, Noah, tu prends Beckman, Meloche, Daigle? Selon moi, présentement, c'est sûr je pense qu'il n'y a pas un grand monde de différence entre les 4, parce que ça reste que faut quand même considérer que les équipes sont différentes, les systèmes sont différents. Fait que c'est sûr qu'un gars comme Gabriel Daigle à Victoriaville, il est un peu malchanceux. Parce que bon, la qualité de son équipe est assez atroce. Mais moi, je prendrais quand même Beckman, mais si j'avais une prédiction à faire, le fait que Gabriel Daigle, c'est un gardien tellement technique, qui est un maître du déplacement, puis son positionnement est quasiment impeccable. Déjà, pour un gardien de but dans la LHMQ, c'est très rare. On parlait quand même d'un ancien premier au total de la LHMQ. Je pense que à long terme, si j'avais un gars à sortir, ce serait lui que je prendrais avant Beckman, même si Beckman, je considère que c'est le meilleur gardien présentement des 4. Ben, tu sais, moi, c'est entre Beckman puis Daigle. Là, quand on regarde les victoires hors LHJMQ, là, on parle quand même d'un Linka Gretzky chaque, là, médaille d'or. Puis U18, médaille de bronze en plus pour Gabriel Daigle. Donc, c'est un gars qui est habitué aux tournois internationaux. Comme tu dis, c'est un gars qui se déplace bien, c'est un gars qui est grand, gros. Ça se projette bien, ça, dans une Ligue nationale ou même dans la AHL. Fait que ce genre de gardien de but-là ont tendance à sortir plus vite qu'un gars qui est meilleur, mais qui est plus petit puis qui a peut-être moins de visibilité sur le niveau international. Mais dans les 2 cas, moi, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Puis je pense que le Canadien pourrait là, jeter leur dévolu. On a quoi? 3 choix de 2e ronde, 3 choix de 3e ronde. On va s'aligner avec peut-être 2 4 choix choix. de 2 2 choix de 2 pour l'instant, 3 choix de 3. Donc, ouais, puis j'ai un de ces gardiens-là. Puis on n'a pas parlé de Samuel Meloche. Fun fact, Meloche est probablement le 3e mousquetaire. C'est 3 gardiens avec des bonnes charpentes. Et pour la petite histoire, Meloche a été sélectionné un rang derrière Beckman au repêchage de la GMQ. C'est de démontrer comment que les deux sont 2 excellents gardiens de but aussi. Oui, puis je vais dire juste à la fin, là, pour ce que ça vaut, là, la centrale de recrutement de la LNH classe Beckman 3
Gabriel Daigle 8, puis Meloche 4. Donc, Meloche en avant de Gabriel Daigle, selon la centrale. Ça va être toute une bataille d'ici la fin de la saison, messieurs. J'ai l'impression qu'on va peut-être voir quelque chose bouger là-dedans. J'aimerais bien ça, qu'on aille chercher un gardien québécois là, pour remplacer peut-être Montembeault qui va être rendu un peu vieux. Ben, d'ailleurs, Quentin Miller a recommencé à jouer là, au moment d'enregistrer l'épisode. Il joue dans la BCHL et il a fait très bien lors de son premier départ. Super. C'est tout pour nous aujourd'hui. Je voulais faire ça court parce que des fois, ça peut être lourd un peu là, de démystifier tout ça, mais il fallait qu'on en parle, les gars. Je pense que cette année, c'est une belle année pour le Québec. Puis je pense qu'il faut en profiter. Là. C'est le temps d'aller chercher un gars. C'est pas l'année de Louis Leblanc. Là. On parle d'un Caleb Desnoyers. C'est vraiment une coche au-dessus. Là. Fait que si on est capable de faire quelque chose pour aller chercher, si on est capable d'aller chercher des gars de soutien, parce qu'on va en avoir besoin d'ici les, mettons, 5-6 prochaines années, ça va être très intéressant de suivre ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir, puis on se revoit bientôt. Ouais. À la prochaine. Tout le monde. Ciao. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.